Eh bien, bienvenue à vous qui êtes en ligne avec nous. Donc, nous faisons le quatrième webinaire en lien avec la transmission. Ce webinaire est fait grâce à 14K qui nous accueille, donc la pépinière d'entreprise de Plaine-Vallée, le lieu où on entreprend autrement, c'est le slogan. Et donc, merci à Céline qui nous accueille. Et c'est fait aussi en collaboration entre le réseau Entreprendre et le CRA. Et donc, ça va me faire la transition pour vous présenter les intervenants, sachant que le thème d'aujourd'hui, c'est la cession d'entreprise. Donc, on aura une vision côté cédant sur les aspects stratégiques, financiers, humains et opérationnels de la cession. Donc, je vais commencer par mes voisines, bien tout d'honneur. Oui, donc j'ai 65 ans et j'ai créé une entreprise que j'ai vendue 20 ans après. Je l'ai vendue voilà 5 ans. Nous étions dans le métier de grossiste en produits d'épicerie fine. Et depuis que j'ai cédé, donc j'ai voulu me rapprocher du monde économique et à travers ma participation à l'association du CRA, Cession Reprise d'Affaires, donc une association qui existe depuis 35 ans et qui accompagne soit des cédants, soit des repreneurs. Nous sommes 250, on couvre toute la France et on fait à la fois du mentorat, on apporte des outils, une méthodologie on fait gagner du temps à nos adhérents quand ils sont dans la problématique de la transmission, soit en reprise, soit en cession. Voilà. Et c'est plus des cédants que des repreneurs en termes de proportion? En termes de proportion, nous avons 2 fois plus de repreneurs que de cédants. Ce qui est toujours assez difficile de faire émerger, de faire connaître les intentions des chefs d'entreprise qui sont en réflexion sur la cession. Voilà. Donc, il y a quand même une grosse appétence à faire de la reprise d'entreprise, donc pour des gens qui ont déjà une carrière, qui ont déjà des compétences assurées, qui savent gérer des unités, et donc qui se sentent voilà, prêts à vivre une autre aventure, quitter le salariat pour vivre l'émotion de l'entrepreneuriat. Votre entreprise, votre entreprise avait combien de salariés? Elle avait des salariés? Oui, on avait une petite dizaine de salariés au moment de la cession. Parfait. Véronique Rose, donc élémentaire, donc même question, rapidement présenter la société et quand est-ce que vous l'avez cédée? Alors là, ça va être tout chaud comme information. Donc, j'ai créé la société en 2016 et donc on l'a cédée 9 ans après. Voilà, parce que je souhaitais prendre ma retraite. Voilà. Et donc, Élémentaire est une société dans le domaine de la dépollution des sols, autrement dit dans un milieu extrêmement petit. Hein. Et donc, on a cédé l'entreprise on est une petite dizaine, et on a cédé l'entreprise à un grand groupe du BTP qui souhaitait développer ses compétences dans le domaine de la dépollution des sols. Dernier invité, donc Maxence Bodert, donc qui a cédé, entre autres, puisque nous avons un serial cédant avec nous, donc qui a cédé Rubus. Donc, si vous pouviez présenter la structure Rubus. Oui. Donc Rubus, c'est la toute première entreprise que j'ai montée. J'avais 24 ans, je sortais d'école de commerce. Et j'ai fait 3 ans dessus, donc c'était assez rapide. On était 3 à plein temps et 2 personnes en plus avec nous. Et on a cédé la société. Le marché était assez complexe. On a une porte qui s'est ouverte et que j'ai ouverte même moi-même. On expliquera plus tard. Et voilà ce que je peux en dire. Ça a été cédé à un groupe qui voulait acquérir la société. Donc on faisait des potagers
pour les collectivités et c'était un marché hyper intéressant puisque dur à aller chercher la collectivité et qui a intéressé un plus grand groupe et d'autres raisons également. Et c'était cédé il y a combien de temps? Ça a été cédé en 2022, je crois, de mémoire. Donc il y a 3 ans. Voilà, exactement. Alors donc on va suivre, j'allais dire, la logique du thème présenté, donc les aspects stratégiques, financiers, humains et opérationnels. Donc on va commencer par les aspects stratégiques et de se dire, quand vous avez procédé à cette session, quelles étaient vos motivations profondes. Alors Véronique a commencé à parler de retraite, mais au-delà de la retraite, ça peut être, c'est un objectif en soi. Mais le timing par rapport à la retraite, là aussi, il peut y avoir d'autres éléments qui viennent se télescoper. Donc, première question, derrière la session, quelle était votre vision et quel a été le facteur déclenchant pour dire c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc, je commence, donc on va le prendre dans l'ordre, mais n'hésitez pas à interagir les uns par rapport aux autres. Dans l'ordre, parfait. Donc, Catherine. Donc, effectivement, il y avait la problématique d'âge, c'est-à-dire j'avais 60 ans au moment où j'ai pris la décision. Et aussi, c'était une observation de notre modèle économique et un questionnement sur la pérennité de notre modèle économique, parce que on commençait de sentir des signaux faibles de changement comment dire, d'intérêt du consommateur qui voulait, dans notre milieu, de plus en plus se rapprocher du producteur, de se rapprocher de manger du local, enfin de consommer local. Et nous étions donc grossistes, on faisait fabriquer par des petits artisans, aussi bien en France, mais aussi sur le pourtour de la Méditerranée. Et donc, nous étions des intermédiaires. Donc, on commençait de ne plus répondre aux attentes du consommateur qui, pendant toute la période des 20 ans qui a duré l'entreprise, on était vraiment dans un trend, un mouvement de consommateurs extrêmement favorable, découvrir des nouveaux produits, des produits qu'on ne connaît pas, l'huile d'olive, toutes sortes d'huiles, des vinaigres très précieux et tout et tout. Donc, on a profité de cette vague, mais en tant qu'intermédiaire, ça pouvait devenir compliqué. Et c'était la perception qu'on pouvait en avoir. Et nos plus gros clients, de leur côté, commençaient à souffrir aussi. Et en particulier, on a vécu un impayé d'un gros client qui s'était mis en cessation de paiement. Mais c'était une tendance qu'on pouvait voir chez tous nos gros clients. Donc la question devait se poser, est-ce qu'il faut se battre à contre-courant? Probablement pas. Et après ça, se réinventer. Alors c'est du temps, c'est de l'énergie. Ou alors trouver des synergies de marché avec des opérateurs qui sont sur d'autres marchés, qui ont une complémentarité qui peut être comment dire, plus porteuse que par rapport à la nouvelle attente du consommateur. Donc en fait, une problématique personnelle, sachant que mon mari était aussi aspiré à ce que je me libère un peu plus, donc des aspirations personnelles et un questionnement sur la pérennité d'une entreprise dont le modèle pouvait ne plus répondre à l'attente du consommateur. Est-ce que ça se voyait déjà dans les chiffres ou pas du tout? C'était une réflexion Alors, où ça se voyait à la fois en termes de chiffre d'affaires, voire de rentabilité? Alors, effectivement, ça commençait de se voir, c'est-à-dire on avait toujours une progression assez régulière. Et là, on était sur un palier qui en plus, nous avons souffert de 3 fins d'année compliquées, puisqu'on faisait plus de 50% de notre chiffre d'affaires sur la fin d'année. Et on a connu des problèmes politiques en 2017, en 2018, en 2019 sur la fin d'année, ce qui fait que nos gros clients, enfin nos clients d'une façon générale, avaient été un peu fragilisés. Et par conséquence, nous, forcément. Donc, nous étions arrivés à un palier qui était plutôt descendante, tout en étant, l'entreprise était saine, elle était attractive, on continue de faire de la marge, mais cependant, le métier d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper,
c'est de ne pas attendre des situations compliquées pour agir, réagir, tourner le gouvernail. Donc on pouvait le percevoir, enfin, dans notre chiffre, on pouvait le percevoir, et par ailleurs, c'était aussi la santé de nos principaux clients. Donc, vous avez cédé en 2020. Cette Mhm. réflexion que vous venez de nous indiquer, vous l'avez eue combien de temps avant? Alors, à vrai dire, assez brutalement. C'est-à-dire que, comme on n'était pas en difficulté, bon, donc, mais fin 2019, j'ai fêté mes 60 ans, l'entreprise c'est 20 ans, notre fils c'est 20 ans, c'est un moment, enfin, ces échéances amènent à se questionner. Et puis, mon fils, qui pouvait être preneur, il avait que 20 ans, une école de commerce à faire, à terminer, peut-être un petit tour du monde, peut-être, voilà, il pouvait être disponible que 4 à 5 ans plus tard. Donc, j'avais à me projeter dans une mobilisation nouvelle encore d'énergie sur une période qui pouvait durer long, qui pouvait être longue avant que mon fils soit repreneur. Et alors que, entre guillemets, en fin de carrière, on voudrait bien que ça tourne un peu tout seul, et puis qu'on prenne un peu de recul. Et au contraire, ça se présentait pour moi comme à réinventer une nouvelle fois, parce que j'avais créé une première fois, c'était comme si je devais recréer. Donc il y avait quand même je veux dire, j'avais déjà pris des mesures de changer de marché, d'aller sur la GMS, d'aller sur Internet. Donc c'était des choses qui étaient en cours, mais qui allaient prendre du temps. Et finalement, je me dis, bon, mon mari m'attend, j'ai 60 ans, la retraite n'est pas loin. Et céder une entreprise, c'est réputé être long. Réputé être, ça peut durer 1 an, peut-être Alors là, 2 vous ans, avez mis combien de temps? 6 mois. Parce qu'en fait, la conjoncture, le Covid a été extrêmement favorable. On était à la veille du Covid. Et donc, j'ai sollicité une agence spécialisée dans la transmission d'entreprise, spécialisée en agroalimentaire. Je savais avoir un carnet d'adresses. Et quand on est arrivé le donc j'ai comment dire, demandé l'accompagnement. Et quand est arrivé le Covid, et on s'est posé la question, est-ce que les cibles qu'on avait identifiées, est-ce qu'on reste, on attend, on laisse passer le Covid, après on contacte nos cibles, ou dès maintenant on tâte le terrain, on voit s'il y a une réceptivité. Et il y a eu une grande réceptivité, parce qu'en fait, les chefs d'entreprise étaient disponibles, ils n'avaient rien à faire. Donc, en fait, notre dossier ça a été une lecture divertissante pendant cette période de Covid. Et comme l'entreprise était bien, comment dire, était réputée sur son marché, faisait des produits de qualité, enfin bon, on avait une belle image, donc voilà, il y a eu de l'intérêt. Et rapidement, donc, les gens demandaient le dossier, on a fait les visites d'entreprise, et puis après, on avait fonctionné, on a, comment dire, notre intermédiaire, là, a utilisé une méthode de type appel d'offres, c'est-à-dire avec une date butoir de dépôt de candidature, ce qui est une méthode que je trouve superbe, parce que vous savez un temps T, vous avez tous les dossiers devant vous, et puis après, vous faites votre marché dans les dossiers qui vous sont arrivés. Et il se trouve qu'il y avait un dossier qui cochait toutes les cases, le prix, garder les salariés. Je voulais qu'ils déménagent, que je voulais récupérer, je ne voulais pas que l'entreprise reste dans mes locaux. Et puis aussi, dont les synergies étaient évidentes, c'est-à-dire avec une structure beaucoup plus importante, et qui avait une compétence en GMS, qui avait une compétence, enfin, qui était en train de développer un site internet assez stratégique dans le milieu alimentaire. Donc, il cochait toutes les cases. Bon, et vous n'êtes pas passé par le CRA, vous avez pris Effectivement. un intermédiaire spécialisé. Alors effectivement, quand la question s'est posée, voilà, je m'y prends comment, c'est quoi le processus, eh bien, j'ai quand même contacté le CRA. Et j'ai cependant fait mon choix pour l'intermédiaire, qui par contre, lui était rémunéré, alors que le CRA ne demande pas de rémunération sur les transactions. Mais il avait un carnet d'adresses,
Et donc, comme quand je prends une décision, moi j'aime bien que ça aille derrière. Donc, voilà, Et ça a alors, été bien. juste, parce que j'ai fait référence au CRA, ce système de remise de prix avec une deadline, c'est pratiqué dans les conseils que fait le CRA ou c'était l'intermédiaire et c'est dans votre profession qu'on a tendance à fonctionner comme ça? Alors, je n'ai pas vu cette pratique au sein du CRA. Par contre, cet intermédiaire fonctionnait comme ça et je trouve ça vraiment bien. À moins que votre intermédiaire soit le même que le mien, J'étais dans l'agroalimentaire, ça ne pouvait pas le nôtre. voilà, c'était la même chose. Ah, c'était la même chose. Ouais. Et je trouve ça efficace. Qu'est-ce que Et vous en pensez? pour essayer de rythmer la chose, parce Mais que oui. sinon, ils prennent un temps fou. Hein, Ça donne une à se dynamique, décider. ça donne une Oui. dynamique, et puis le jour J, ben, vous savez, vous n'êtes pas en train de donner une confidentielle, enfin donner un privilège à un repreneur qui va garder ce privilège 2 mois, 3 mois, 5 mois et qui vous fait perdre votre temps, et puis et ça se fait pas, et vous avez un nouveau repreneur et c'est la même chose. Là, tout le monde, il y a la date de clôture pour consulter les dossiers, la date de clôture pour visiter l'entreprise, la date de clôture pour déposer, les LOI. Et Ce qui est assez normal parce qu'après on rentre dans une période d'exclusivité. Oui. et oui. Donc, il faut faire un premier choix et dire voilà, je vais plutôt vers un tel Oui, oui. et je lui donne une exclusivité pour qu'il puisse affiner et aller un cran plus loin. Donc, je vais poser la même question à Véronique. Donc, au-delà de l'aspect retraite, à quel moment cette réflexion, est-ce qu'il y avait un lien avec le côté évolution stratégique du métier, de l'entreprise, qui a un peu provoqué ou accéléré la réflexion? Alors, il y a eu une première réflexion qui est de dire, ben, finalement, de monter une entreprise et peut-être qu'elle arrive à sa maturité, ça prend du temps et ça prend beaucoup plus de temps que je n'avais imaginé. Et qu'au bout de 9 ans, ben, l'entreprise n'était toujours pas mûre et j'étais en train de me dire que si je voulais en faire ce que je voulais, j'avais encore besoin de 10 ans. Et là, moi, je ne me voyais pas encore pendant 10 ans, euh, tout simplement parce que ben, j'ai trouvé ça amusant, hein, de diriger une boîte. Le Covid, pour nous, ça a été une catastrophe, non pas d'un point de vue financier, parce qu'on a eu de l'activité pendant le Covid, et ça s'est bien passé, mais on a perdu toute l'équipe. Et donc après, toute la difficulté a été de reconstituer une équipe sur laquelle on pouvait s'appuyer et de repartir pour redévelopper le marché. Et là, on voyait que le marché devenait de plus en plus euh, petit, hein, et il nous fallait d'autres relais. On avait essayé d'autres choses pour avoir des relais, mais le marché il est ce qu'il est, et il y a des choses pour lesquelles on était un peu en avance, et donc ça n'a pas marché comme on voulait. Et j'avoue qu'on a vendu en fait une autre entreprise qu'on avait montée aussi, et sur laquelle je comptais pour amortir les chocs de marché, en disant le marché sur l'une et le marché sur l'autre, bah, ils ne sont pas mauvais au même moment. Bah oui, mais bon, la deuxième entreprise, on était obligé de la vendre, c'était plus possible. Voilà. Donc, j'étais en train de me dire qu'il fallait remettre énormément d'énergie pour redévelopper, avoir une équipe qui monte à maturité, parce que former des gens qui débutent dans le métier, ben, ça prend du temps. Hein. On a un métier d'expert, et voilà. Donc voilà, il y avait un problème de manque d'énergie. Ce que je voulais, c'était quand même permettre à l'entreprise de se développer, et donc qu'on n'ait pas tout fait tout ça pour rien. Voilà. Donc ça, c'est rentré effectivement en compte particulièrement dans le choix du repreneur, c'est-à-dire d'avoir un repreneur qui nous donne la possibilité de se développer et d'aller plus loin. Et d'ailleurs, quand on a fait l'annonce aux salariés de la vente, hein, c'est ce qu'on leur a dit. Hein. On leur a dit qu'on changeait de bannière pour pouvoir permettre d'aller à l'entreprise, pour lui permettre d'aller plus loin. Voilà, c'était ça l'objectif. Voilà. Et donc, même question que tout à l'heure, entre le constat et cette volonté de dire, finalement, vous étiez un peu dans le même cas, et après, je reposerai un peu la question à Maxence, mais je pense que c'est aussi, dans son cas aussi, c'est un peu la même chose, c'est dire à un moment, j'arrive à un carrefour où il va falloir, j'ai un problème de développement, j'ai un problème de paramètres d'environnement qui changent, donc je suis à la croisée des chemins, je dois me décider, est-ce que je repars
pour ce que disait Catherine, pour 5 ans, Ouais. ou est-ce que je dis, je vais passer la main à quelqu'un qui sera capable d'assurer ce développement qui est en gestation, où on a les pistes, mais Voilà. comme tout changement stratégique, ça nécessite effectivement soit de l'investissement financier, soit du temps et beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, enfin, investissement. Donc du Ouais. coup, cette réflexion, même question pour Catherine, vous, entre le moment où vous avez eu cette réflexion et le moment où vous avez cédé, il s'est passé beaucoup de temps, ou là aussi, ça a été finalement assez rapide. Euh, Alors, le moment où j'ai pris la décision et le moment où on a conclu, il s'est passé un petit peu moins d'un an. Mais ça prend quand même du temps. On s'y est pris, je pense qu'on a dû commencer en juin. Voilà, et on a vendu fin avril. Pour vous donner une idée. En fait, on a vu toutes les entreprises en novembre-décembre, et puis après est passé la période de négociation exclusive, où ils nous disaient toujours qu'ils allaient être ultra rapides, et puis enfin, après, Ça prend du temps. après, c'est le temps de la rédaction des actes. Hein. La décision, leur décision à eux était prise très rapidement. La nôtre aussi, c'était évident que c'était ce repreneur-là qui cochait toutes les cases, comme Catherine, hein, la même chose. Hein. De l'envergure, et surtout les mêmes valeurs. On a l'impression qu'on se causait vraiment à la fois d'égal à égal, même s'il y avait une petite différence, pareil, une chiffre d'affaires, hein. Mais avec cette même vision de ne pas faire de course à l'échalote, c'était pas l'idée de grandir de manière colossale, la vision de respect des gens, l'aspect recherche et développement, pour nous c'était très important. On a fait du crédit impôt recherche depuis le début de la boîte, et parce que si on veut être excellent dans notre métier, eh bien, il faut toujours être à la pointe de ce qui se fait. Et ils avaient cette même vision aussi. Enfin, ils ont cette même vision. Voilà. Fait la transition sur Maxence. Donc, les motivations entre le moment, la réflexion sur l'avenir de la société, la prise de décision et la vente effective, le timing derrière, comment tout ça s'est passé? Ouais, Parce que vous n'avez pas un problème de retraite. non. Donc, Mais je pense justement que c'est aussi, on parle de palier depuis tout à l'heure, je pense que quand on est entrepreneur, c'est exactement ces questions. C'est tellement d'énergie de développer un projet que parfois il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de pousser pour plein de raisons, des raisons personnelles, ambitions personnelles, etc. Moi, j'ai toujours eu le rêve d'avoir une entreprise qui puisse, comme j'étais en finance avant, j'ai travaillé à Singapour, j'ai étudié aux États-Unis, en Norvège et autres. J'ai créé une entreprise qui faisait des potagers pour les collectivités. Ça allait être très difficile. Donc, c'était un projet très personnel, hein, où, mon cœur était dedans pour cette mission, justement, d'aider les populations, les enfants notamment, à se reconnecter un peu à la nature et à apprendre plein de choses. Euh, mais cette projet de cœur, au final, il répondait pas vraiment à mes ambitions personnelles à un moment sur mes carrières où je me dis, voilà, j'ai étudié partout, j'ai fait plein de pays. Aujourd'hui, ce projet, pour scale, ça va prendre 50 ans. Donc, c'était pas le projet, il marchait bien, il y avait une super équipe. On avait donc un début de traction vraiment intéressant. On avait débloqué les premiers leviers sur les collectivités, qui sont des marchés hyper horribles à aller chercher. Mais bon, faut le faire, c'est cool si vous pouvez. Et donc, c'était un vrai atout stratégique, en fait, la partie collectivité et l'équipe qu'on avait. Parce que c'était une équipe qui était vraiment excellente et on était sur un marché, c'est bête, mais le paysagisme, c'est beaucoup de main-d'œuvre, euh, tout dépend de ça, en fait. Si vous avez une super entreprise et que vous avez une équipe qui ne suit pas dans cette industrie, votre boîte, elle réussira pas. Et nous, on avait quand même des talents. Donc, c'était une petite équipe, mais ultra talentueuse. Et je sais que la personne qui a racheté, c'était une des raisons de sa marque d'intérêt assez rapide. C'était l'équipe, en fait, parce que c'était des très, très bons atouts en plus de notre marque qui manquait dans le portefeuille d'actions de la personne qui a repris, qui avait déjà une marque sur du B2B, une marque sur du B2C, comme un catalogue un peu, et il lui manquait dans ce catalogue cette partie B2G, G, Government, qu'on avait nous et qu'ils ont repris.
Donc voilà, c'était surtout personnel, dans le sens où ça répondait pas vraiment à mon ambition et c'était ma première entreprise. Et quand on se lance dans une première entreprise, bah, on fait une idée qui nous plaît. Mais parfois, il faut aussi réfléchir à d'autres dimensions sur l'idée qu'on implémente, parce que est-ce que ça répond à notre ambition? Et en fait, on s'en rend compte en le faisant. Et c'est ce que disent les filles à côté, c'est que ça prend énormément d'énergie. Et mettre son énergie dans un projet qui coche pas les critères principaux, c'est compliqué. Et là, personnellement, pour le coup, j'ai appris en étant jeune quelles étaient mes priorités aussi, et je pense que je les apprends encore aujourd'hui. Euh, voilà, à travers une entreprise, on fait face à plein de choses, on doit déployer son énergie, et il faut faire à un moment la part des choses entre ce qui est prioritaire vraiment pour vous et autres. Et moi, ça répondait pas à mes top priorités, malheureusement. C'est un super projet. Et voilà. Donc, comment ça s'est passé? Entre cette analyse, ce constat, ce Ouais. diagnostic et la prise de décision Ouais. de la session et la session effective. Du Quel coup, était pareil, le premier palier, on l'atteint, on a une équipe qui roule, on a des portes qui sont ouvertes, on a ouvert des marchés, on avait un système d'abonnement en plus, donc il y avait ce petit revenu récurrent qui aidait à faire que l'entreprise était pérenne à son échelle. Après, si on veut faire de la croissance, il faut toujours réinvestir, donc voilà, c'est une question de priorité. Comment ça s'est passé? Donc, constat de ce premier palier, j'ai fait une liste sur Excel de tous mes compétiteurs et je les ai tous appelés un par un. Voilà. Et il y en a trois. Moi, c'était pas via, c'était un plus petit bateau, mais du coup, voilà, il y en a trois qui ont répondu à l'appel de manière hyper intéressée parce qu'on avait des outils, des assets stratégiques. Et les trois, il y avait un grand groupe pour le coup, un petit groupe, c'est celui qui a repris à la fin, et un autre un peu plus indépendant qui voulait déployer ce côté un peu plus business qu'on avait. C'était une pépinière qui vendait les plantes pour le coup et qu'il manquait lui pour le coup l'esprit j'installe chez le client pour proposer un service en plus. Et après, le choix s'est fait assez rapidement. Et coup du destin, c'est que la personne qui a repris, j'avais entendu parler de cette personne 2 ans avant, j'avais rencontré pour prendre mes premiers conseils pour avant de lancer une entreprise. Et au final, c'est lui qui a racheté. C'est joli. C'est une belle histoire. Ouais. Il y en a eu une derrière, puisque vous avez eu une deuxième société que vous avez revendue aussi. Ouais. Est-ce que si on compare la première histoire et la deuxième, ça s'est passé de la même manière? Vous vous êtes posé les mêmes questions ou c'est une histoire totalement différente? Totalement différente, parce que la deuxième, pour le coup, j'ai vendu l'entreprise et on m'a appelé, il y a un truc à faire sur ce truc-là, let's go. J'avais pas trop encore d'idées, donc j'ai dit, ok, j'essaye, on va faire un truc. Et au final, là, pour le coup, première fois que je m'associe à quelqu'un dans les affaires et pas la même vision dans le travail. Voilà, donc c'est une leçon aussi apprise, hein, c'est chaque étape, on apprend des leçons. Voilà, quand on s'associe, ça va être beaucoup d'énergie, de temps. Il faut faire, on est parfois amis dans la vie et parfois pas compatibles dans le travail. Ça, c'était la deuxième leçon. La personne qui a racheté la société, c'était finalement l'associé de cette propre société. Voilà. Mais deux leçons complètement différentes et deux façons de gérer différentes. Après, dans le processus de vente, pour le coup, techniquement, c'est la même chose. Une fois qu'on cède une entreprise, vous pouvez céder à n'importe qui, un compétiteur, une personne en interne ou autre. C'est la même paperasse, c'est les mêmes personnes qui vous entourent, plus ou moins complexe, mais le processus reste le même. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour Véronique, puisqu'elle a cédé, c'est tout neuf, mais pour les deux autres, est-ce que vous avez suivi l'évolution de la structure CD? Est-ce que les questions que vous étiez posées en termes de développement stratégique, comment le repreneur l'a géré? Est-ce qu'il l'a géré comme vous l'espériez, l'attendiez, euh, ou vous, à l'inverse, vous avez dit, ça y est, j'ai cédé, je veux plus en entendre parler, j'ai tourné la page et je suis passé à autre chose. Mais si souvent on a un côté, surtout quand on est créateur, il y a le côté affectif de voir le bébé grandir, est-ce que vous êtes préoccupé de voir comment le bébé avait grandi et est-ce qu'il avait évolué comme vous auriez aimé le faire ou pas? Catherine? Alors, Question difficile. question pas si difficile que ça.
accompagnement. Vous deviez accompagner Oui, la transition. oui, oui. Donc, en fait, alors, nous avons cédé pendant le Covid. C'est-à-dire, nous nous sommes rencontrés physiquement une fois, nous avons eu une conversation téléphonique, et ensuite la LOI. Et nous avons ensuite, ça veut dire que les échanges ont été assez réduits. Et donc, finalement, comme par le profil des repreneurs, en fait, c'était deux personnes qui s'associaient, de personnes qui avaient fait leurs études ensemble, qui avaient fait leur carrière et qui tout d'un coup voulaient monter un business ensemble, voilà. Et comme sur les fondamentaux, ils étaient alignés avec ce que j'attendais. Donc, et que l'un venait du milieu agroalimentaire, même le milieu agricole, agroalimentaire. Donc, j'avais relativement confiance dans ses valeurs. Et puis, l'autre qui avait un rôle un petit peu moins important, suivait un petit peu le mouvement. Voilà. Et donc, il s'est avéré par la suite que les valeurs n'étaient pas celles que j'avais comprises, que les compétences ou les intentions n'étaient pas celles que j'avais comprises, que les moyens qui étaient, où on pouvait avoir une synergie, je sais pas, un service financier, un service qualité, un service informatique, qui était supposé exister, n'existaient pas. Que le projet, comment dire, la compétence en GMS, finalement, c'était le deuxième repreneur et celui-ci n'avait pas du tout envie de, de remettre les mains dans le cambouis. Donc, en fait, j'ai rencontré des gens qui exprimaient un projet, une personnalité, des savoir-faire. Et puis, dans la réalité, j'ai découvert que c'était d'autres gens qui n'étaient pas en alignement avec les valeurs de l'entreprise qui étaient très fortes, l'entreprise qui avait une âme, où les salariés étaient très impliqués, très consultés, très participatifs, où on avait des process de gestion tout à fait huilés, un grand souci relatif à la qualité, on est dans l'alimentaire, et on avait des services vétérinaires extrêmement assidus dans les contrôles. Donc, on prenait vraiment notre métier bien à cœur, à faire les choses correctement. Et ces deux repreneurs qui avaient un certain âge, avaient passé des carrières, en fait, faisaient un investissement, n'étaient pas dans une démarche de développement, comment dire, d'intégration. Donc, ils n'ont pas pris le virage stratégique que vous voyez arriver. Alors, non seulement ils n'ont pas fait le virage stratégique, mais ils n'ont pas même poursuivi avec ce qui existait et qui était vivant et qui continuait de faire vivre l'entreprise et les salariés. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai eu assez récemment un retour d'un salarié qui me disait, mais on ne sait pas comment cette boîte tient encore. Voilà. Donc, et donc, ils ont perdu les gros clients, ils ont perdu les gros fournisseurs, ils ont supprimé le système informatique, ils ont refait un site internet, ils ont changé la marque pour partie. Donc, la question était de savoir quel était l'intérêt d'acheter une entreprise quand on liquide les assets les uns après les autres. C'est la question qu'on se pose maintenant. Bon. Alors, je sais que l'un des investisseurs était en défiscalisation d'une plus-value qu'il avait fait par ailleurs, mais on peut défiscaliser, mais ça suffit pas non. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que peut-être il n'avait pas compris, c'est-à-dire, effectivement, l'un venait du milieu agroalimentaire dans un secteur où les marges étaient vraiment très très faibles. Et nous, dans l'épicerie fine, on fait de la marge parce qu'il y a de la valeur ajoutée, parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a du service. Donc c'est un métier où on fait de la valeur ajoutée, enfin on fait de la marge. Et donc, je pense qu'ils ont été bluffés par la marge, venant d'un secteur sans marge, et ils se disaient, mais il suffit de faire rouler,
de venir une fois par semaine dans l'entreprise et puis pour, pour relever le tiroir qu'est-ce qui n'existait pas, nous ne faisions pas de détails. Mais voilà, donc en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris l'entreprise. Moi, je ne les ai pas compris. Et l'entreprise va disparaître prochainement. Et tous les salariés ont démissionné au bout d'un an, en meute. Voilà. Donc, la société s'est vidée de C'est son l'idée de son âme, de ses compétences, de sa qualité, de sa, je sais pas. Et l'accompagnement a duré combien de temps? Alors, l'accompagnement était supposé durer 3 mois. Et puis. Et il a duré un mois? Exact. Il a duré 1 mois parce qu'au bout d'1 heure, quand on abordait un sujet, au bout d'1 heure, il fallait arrêter la réunion parce qu'il fallait repartir. Donc ce sont des gens qui managent une entreprise sans être présents. C'est-à-dire, espèrent que l'entreprise. Donc c'est un peu décevant par rapport à l'initiation les 20 ans. Alors, c'est décevant. Alors, ça m'a, comment dire, préoccupée parce que je voyais mes salariés qui souffraient, qui étaient plus du tout managés de la même façon, avec un management quasi du 19e siècle où on te dit de faire ça, tu fais ça, on ne te demande pas ton avis. Et ils venaient d'un management pas d'actualité, on va dire, et très respectueux en tout cas. Donc, la période, ils ont quand même tenu 1 an, et c'est eux qui ont managé l'entreprise pendant 1 an. Et après, bon, il y a eu des recrutements, enfin, ils sont partis, donc il y a eu des recrutements à gauche, à droite. Et donc, à partir du moment où mes salariés ont été bien replacés dans des sociétés où ils ont pu poursuivre leur carrière de façon satisfaisante, après ça, vous savez, j'ai peut-être tourné la page, et puis, bon, c'est une entreprise, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, cette entreprise, elle nous a donné du bonheur, elle nous a donné de quoi s'amuser dans une carrière, elle nous a bien nourris, on la rend dans de bonnes conditions. Elle va s'arrêter, voilà. On va pas, c'est pas mon bras, on n'est pas en train de couper le bras, hein, je veux dire. Non, Oui, c'est entreprise, moi, c'est un peu dommage parce que quand on choisit son repreneur avec, en disant c'est celui qui, dans ma checklist, correspond le plus à celui qui doit donner un avenir à la structure, c'est pas le cas, Ouais. c'est toujours un peu dommage. Maxence, par rapport à la suite? Ça s'est à peu près bien passé. Après, plus petit sujet, donc équipe à motiver. Pour le repreneur, il y avait un très bon fit et ça a continué, je pense, 1 an bien. Et après, petit à petit, des responsabilités. En fait, un management qui change, ça fait pas mal, surtout sur une plus petite structure. Donc, j'ai pas pris de nouvelles parce que j'étais tellement hands-on qu'au bout d'1 mois, pour le coup, après avoir signé, on m'a dit, bon, c'est plus à toi, c'est le repreneur comme ça, c'est plus à toi, passe à autre chose. Ok, on va me le dire 2 fois, il n'y a pas de problème. Donc je suis passé à autre chose, j'ai laissé, tout était fait, parce que même quand on a un site internet, des choses comme ça, enfin, c'est des détails, mais il y a toujours des mots de passe, des machins, des trucs, comme on est organisé. Donc on a toujours besoin d'être là, en fait. Et au final, au bout d'1 mois, donc stop, et après j'ai laissé faire les choses, j'ai pas pris tant de nouvelles que ça. Mais juste, j'ai continué à le faire, ça pour le coup, parce que ça me faisait plaisir. J'avais encore pas mal de gens qui m'appelaient, que ce soit justement dans la préparation de la réunion, il y avait vraiment que sont devenus les fournisseurs et autres. Ces gens qui vous appellent, pas forcément les gens qu'on paye, mais des clients aussi, vous en êtes où? Est-ce que je peux avoir ça et ça et ça? Et du coup, j'ai toujours forward, même au niveau de la presse, on avait lancé pas mal de choses au niveau de la presse qui sont arrivées après. Et là, il y a par exemple Europe 1 qui m'a appelé il y a 2 mois, sauf que ça fait 4 ans maintenant. Mais donc j'ai renvoyé encore au repreneur parce que ça s'est bien passé humainement, même si l'équipe est partie au bout d'un certain temps ou autre. C'est quelqu'un, je pense, qui a fait les choses de manière carrée. J'ai été assez carré aussi. Donc quand ça se passe comme ça, derrière, si j'ai encore des coups de fil aujourd'hui, je les forward. Voilà, autre expérience. Ouais, c'est à peu près ça l'expérience. Et Véronique, l'accompagnement, il est sur combien de temps? Il est sur 1 an, Sur 1 an. voilà, et puis ils m'ont dit que si je pouvais rester encore après, ça serait pas plus mal. Donc ça se passe bien. On verra bien, hein. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu de changement. Je continue ma vie comme avant.
Alors, on va passer aux aspects, c'était important, les aspects stratégiques, mais sur les aspects financiers, simplement de manière très générale par rapport au prix. Vous aviez une notion du prix que vous en vouliez, c'est l'intermédiaire qui vous a dit voilà ce que ça pourrait valoir. Vous avez attendu les fameuses offres et puis bah, vous avez vu des offres qui étaient très très différentes ou très très proches. Comment ça s'est passé? Alors, je vais peut-être commencer à l'envers avec Maxence, puisqu'il avait pris sa checklist. Donc, quand on fait une checklist, on n'a pas forcément un prix. Ouais. Donc, Moi, j'avais bossé avant en finance, en valorisation d'entreprise. ça aide. Ouais. Ça aide. Ouais, bon, après, c'était beaucoup plus gros sujet qu'on avait entre les mains. Mais j'avais un peu des notions justement sur comment on évalue une entreprise, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte ou quoi. Et je pense que en tant que start-up, par rapport à une PME ou une ETI, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un potentiel. Et le potentiel, ça peut se valoriser à zéro, comme ça peut se valoriser à beaucoup d'argent. Donc, c'était un peu, voilà, en fonction de la personne qui est en face, si elle va comprendre le sujet. On parle des sujets avec les collectivités, par exemple. Les premiers contrats qu'on avait signés avec des collectivités, c'est pas des énormes contrats. Mais on sait que quand on travaille avec une collectivité, derrière, il reste 10 ans avec l'entreprise et même beaucoup plus. Parce qu'il y a un lien qui se crée, parce qu'il y a, voilà, il y a tout qui a été mis en place, donc pour eux, c'est aussi plus facile derrière. Donc ça, fait un peu valoriser. On avait des atouts, comme c'est une boîte de paysagisme, on avait voilà, des outils, il y avait des gens, il y avait pas mal de plans, de logiciels, de choses en cours dans le pipe au niveau de la vente. Donc, comment on valorise ça, c'est une bonne question. Mais on a trouvé une personne qui s'est alignée. Moi, j'avais à peu près une idée en tête que je voulais, et la personne qui s'est alignée là-dessus, c'est elle qui a remporté la chose, quoi. En plus du fit humain qui a pesé pour 50% de l'entreprise, parce que je savais qu'il y avait des gars derrière à qui je tenais énormément, qui devaient continuer. Donc, ça a été cette question aussi. Véronique? Alors, nous, c'est notre expert comptable qui a fait une estimation sur la base d'un multiple de EBITDA. Euh, bon, après, je n'avais pas trop d'idées sur comment on allait réellement arriver à la vente, dans la mesure où l'entreprise était pas autoportante. Alors, on a vu effectivement des acheteurs qui voulaient nous ajouter un fleuron à leur ceinture, hein, avec effectivement les résultats, les bons résultats qu'on faisait et tout. Mais on avait effectivement un problème, c'est que bah, si je partais, ça devenait l'entreprise n'était pas autoportante. Donc, il fallait que le repreneur amène des gens qui soient capables de me remplacer d'une certaine manière. Voilà. Et puis, bah, finalement, on a trouvé effectivement le repreneur qui cochait toutes les cases, qui avait du personnel qui pouvait me remplacer et qui était intéressé par tous nos aspects, parce qu'on avait sorti en recherche et développement, et puis notre savoir-faire technique. Voilà. Et puis notre carnet d'adresse aussi. Voilà. Ok. Donc, différentes méthodes d'évaluation. J'avais un ami qui était en M&A, donc il m'avait proposé sur des grosses structures, donc il m'avait quand même, ah oui, il m'avait fait une évaluation. Après, mon intermédiaire m'a proposé une évaluation. Moi, j'avais un peu creusé le sujet. On convergeait à peu près tous. Donc, et dès le dossier, on avait annoncé la valeur qu'on souhaitait avoir de l'entreprise. Dès la soumission des dossiers. On avait énoncé. Nous, on avait annoncé le prix. Ouais. Le côté intuitu personnel joue beaucoup, puisque quand vous êtes dans des petites structures, c'était le commentaire de Véronique, bah, forcément, plus la structure dépend du dirigeant, plus, je vais dire, son départ peut jouer sur la valeur. Donc, vous aviez réfléchi ou vous aviez anticipé pour diminuer cette vulnérabilité? Ben, on avait essayé, nous, mais on avait aussi des soucis de recrutement. Enfin bon, là, l'affaire s'est réglée finalement dans un mouchoir de poche, hein. On a réussi à embaucher quelqu'un qui effectivement peut bien me remplacer sur une bonne partie des choses. Donc, Parce que mais souvent, ça, enfin, il y a le vraiment, problème vraiment, des clients et pas. des fournisseurs, j'allais dire,
La personne qui a repris Il n'y a pas forcément un site, quoi. le même profil que moi, on gérait les mêmes parties d'entreprise, les mêmes choses. Il y avait l'équipe vraiment sur le terrain qui délivrait, on va dire, le service qu'on proposait. Et il y avait la partie sales, la partie mise en place, opérationnelle, gestion. Et on avait vraiment les mêmes rôles. Et c'est pour ça aussi que ça a été assez rapide, et que ce soit dans la compréhension d'entreprise avec cette personne-là, c'est qu'on avait exactement le même rôle. Donc moi, je pouvais me projeter facilement parce que je savais que cette personne-là ferait la même chose que moi. Il n'y a pas de remplacement à faire, c'est encore des logistiques en plus, hein, on parlait de formation de des équipes. S'il y a ça à en prendre en plus, ça décale encore le deal, et c'est là où ça prend 6 mois, 2 ans, 3 ans. En ce qui me concerne, non, parce que enfin, je pouvais quitter l'entreprise sans problème parce que j'avais justement mis des moyens de gestion. Enfin, mes salariés étaient très responsabilisés, très indépendants, très autonomes. Donc, non, non, je pouvais quitter l'entreprise. Bon, après ça, il reste quand même la vision, enfin, l'aspect stratégique, financier et tout. Mais il y avait aucun domaine de l'entreprise qui était que j'étais la seule à maîtriser. D'ailleurs, l'entreprise a fonctionné enfin, fonctionne encore, hein, sans management, sans dirigeant depuis 5 ans. Donc, même si je ne sais pas les outils, maintenant je ne sais pas ce qu'ils sont, mais enfin, voilà. On est dans un métier où c'est pas si fondamental que ça. Alors, avant qu'on passe aux aspects humains, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. S'il y avait des questions, s'il y avait la possibilité via le chat de les poser, et on les poserait à la fin de la session. Les aspects humains. Donc, je vous en avais parlé déjà en disant c'était très important pour nous la manière dont ça se passerait derrière pour le personnel. Comment les gens ont réagi, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs, mais dans les deux sens, hein, ou de l'inquiétude. Donc, comment les gens ont réagi à la fois à l'annonce ou en disant bah, il fallait bien que ça arrive un jour parce que la retraite, si c'est pas maintenant, c'est dans 2 ans ou dans 3 ans, mais on savait que ça allait arriver. C'est moins vrai pour Maxence. Donc comment les gens ont réagi par rapport simplement par rapport à l'annonce de la session, où ils le savaient bien avant, et puis le process s'est passé, et vous leur avez annoncé que ça y est, ça avait abouti, mais ils étaient au courant que c'était dans les tuyaux. Bon, pour notre part, ils n'étaient pas au courant, et puis on a voulu en parler comment on était certain que ça allait se faire. Mais pour eux, dans la mesure où on leur annonçait que c'était pour un plus grand développement de l'entreprise, qu'on restait dans les mêmes locaux et qu'on était toujours là, ça ne leur a pas posé de problème. En ce qui me concerne, eh bien, effectivement, on n'annonce pas dès le départ quand même. On attend un peu que les choses semblent pouvoir aller au bout. Et donc, mes salariés, on était très proches, donc ils comprenaient très bien. Je leur ai expliqué comme ce que je vous ai expliqué, donc ils comprenaient très bien la position. Et puis, effectivement, ça pouvait aussi leur donner des espoirs d'intégrer une entreprise, peut-être avec des opportunités de carrière peut-être supérieures, à partir du moment où la dimension d'entreprise est plus importante. Donc, très bien à l'annonce, pas vraiment aucun problème. Mais pareillement, faut attendre, je pense, le moment où c'est acté, parce qu'il peut se passer tellement de choses avant. Et après, c'était une transition assez soft entre ce qui est existant et ce qu'ils avaient développé après. Et je sais qu'il y a eu, au moment de la signature, la personne s'est pressée de signer avec moi parce qu'il avait déjà signé un projet derrière avec l'équipe à faire. Donc, c'était important d'aller vite. Donc, ça a été une transition hyper voilà, opérationnelle. Les opérations, c'était quelque chose, c'était un bon fit au final. Oui, c'était fluide, quoi. Ouais, Voilà. franchement, assez fluide. Ils sont tout de suite repartis sur d'autres sujets avec une autre personne qui a le projet, c'était plus moi. Non, puis là, nous, ils nous ont déjà apporté des affaires, ils nous ont mis sur des sujets qu'on n'aurait jamais obtenus de notre point de vue à nous, hein, de notre vue de notre taille. Donc, pour l'instant, ça paraît effectivement très fluide et très normal. Et comment vous avez géré l'annonce vis-à-vis des clients et des fournisseurs? Pas de changement, franchement. On Non, est tellement petit, honnêtement, que bon, ça n'avait pas fait la différence. Mais non, voilà. Client, bah, c'est cette personne maintenant qu'il faut joindre, c'est lui qui reprend les opérations, pas de détails.
En ce qui me concernait bien, on avait des fournisseurs très anciens, des clients très anciens, donc et donc mon intention c'était de présenter les repreneurs, donc, ce qui n'intéresse pas les repreneurs. Et donc j'ai simplement appelé des gens qui étaient presque des amis en leur disant voilà, mais j'étais un peu en difficulté parce que j'avais pas l'impression de leur faire un grand cadeau aussi pour eux, parce que leur annoncer, alors qu'on a eu des relations pour certains depuis 20 ans, leur disant voilà, j'ai des repreneurs. Que dire de ces fameux repreneurs? Je ne pouvais pas me permettre de dire ce que je pensais. Et donc, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc, je me suis limitée à vraiment à quelques personnes vraiment avec qui on avait des relations plus avancées. Mais du coup, ça n'a pas été annoncé. En plus, il y avait une fin d'année qui arrivait, puisque véritablement, ils sont arrivés en septembre et la fin d'année, comme la fin d'année était stratégique dans notre métier, il n'est pas question non plus de déstabiliser ni les clients, ni les fournisseurs et tout. Donc après, comment ça s'est fait, je ne sais pas. Je pense que c'est les salariés qui, soit avec les fournisseurs, soit avec les clients, ont donné l'information, mais il n'y avait pas un projet non plus de la part des repreneurs d'avoir une communication organisée autour du sujet. Ouais, c'est un sujet hyper intéressant parce que c'est hyper stratégique au final. Et je pense qu'il faut s'aligner au moment du deal avec le repreneur sur comment on va faire cette transition parce qu'elle est critique. Si ça se passe mal, il peut y avoir de la perte de clients et des fournisseurs pareillement. Donc, c'est hyper stratégique comme question et je pense qu'il faut juste s'aligner sur un discours, trouver une bonne stratégie et pouvoir le faire après en fonction de l'activité ou autre. Ouais. S'il y a un grand groupe connu qui rachète, c'est une bonne marque, donc ça peut être annoncé, un bel événement, même marketé. Après, s'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, qui reprend parce que des raisons personnelles ou autres, bah, faut aussi jouer autrement. Si je vois le temps qui défile et on arrive vers la fin de ce webinaire, si on devait essayer de dire qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce processus de session, à travers le process en lui-même ou à travers le timing du déroulement, si vous deviez en retenir qu'une seule chose, ça serait quoi? Bah, pour ma part, je dirais de choisir le bon intermédiaire qui vous accompagne bien. Même si je les appelais l'agence immobilière, parce que je trouvais que ça avait un peu de ce fonctionnement-là, il faut quand même bien les accompagner et il faut surtout bien savoir ce que l'on veut. Parce que finalement, ils nous ont proposé des cibles, mais je leur en ai proposé aussi plusieurs. Et finalement, c'est celles que j'ai proposées qui ont été les bonnes, quoi. Mais bon, ça c'est aussi lié au fait que nous, on travaille dans un milieu extrêmement restreint. Ouais, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire que on a mis son énergie, mais ça reste un produit en fait qu'on est en train de vendre. C'est une entreprise, c'est un produit très complexe. Il faut bien s'entourer, il faut bien structurer. Si on a demain un produit qu'on vend sur un site internet avec un prix qui est pas défini et des conditions de vente qui sont pas définies et comment on va le livrer, etc., ben on l'achète pas en fait. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Il faut juste se dire, voilà, c'est un produit qui est un peu plus complexe. Mais il y a un process qui est clair, il y a des étapes à passer, étape par étape, step by step. Et en fait, voilà, je pense que c'est ça, la prise de recul sur on vend quelque chose qui nous tient à cœur. Certes, il y a plein de choses qui sont dedans, mais ça reste un produit. Et on vend à quelqu'un. Mais enfin, il y a du personnel, et puis il ne faut pas vendre non plus une coquille vide. Ah, bien Donc sûr, c'est toute une machine quand même, hein. c'est Et un en produit tout cas, complexe. voilà. Et en Et tout ça reste un produit économique qu'on est en train de vendre. Il faut définir un prix, il faut passer par ses avocats, ses conseils, etc. De toute façon, si on voit une coquille vide, on peut avoir un retour de manivelle aussi, puisque traditionnellement, il y a des garanties passives et autres. Donc, Mais les gens le savent, de toute il y façon. a une promesse à tenir aussi à travers ce qu'on sait. Catherine? Eh bien, on peut s'attendre, enfin, faut aussi s'attendre à toutes sortes de scénarios derrière une vente. Effectivement, enfin, ce que dit Maxence, c'est que ça reste un objet économique et c'est pas, donc prendre du recul par rapport à ça et peut-être investir un peu plus dans la connaissance du repreneur et bien vérifier que c'est en adéquation avec la culture d'entreprise et voilà.
Donc, en tout cas, être prêt à vivre tous les scénarios. Et le repreneur a aussi en tête une stratégie, parce que s'il est intéressé, il veut en faire quelque chose. Donc ça, il faut essayer de comprendre quel est Oui. l'objectif. Est-ce que si tu as un produit, un Quel est son intérêt compétiteur, dans la reprise? bien sûr. Vous, votre entreprise, je pense que c'est ultra stratégique d'aller sur des sujets comme ça aujourd'hui. Moi, je pense que l'aspect marché public, c'était ce qui intéressait le plus et qui valait de l'argent. Et voilà, il faut pas presser de vendre ça parce qu'on a travaillé beaucoup pour faire ça. Donc après, c'est un peu. Je pense qu'il faut une bonne manière aussi, c'est de se mettre dans la peau de l'acheteur, quoi. Alors, on a deux questions. Donc, je vous les lis. Comment avez-vous communiqué votre décision de cession à votre équipe et quelles ont été leurs réactions? Et après, on fera la deuxième question, ou peut-être en même temps, parce qu'elle traite aussi de l'aspect ressources humaines. Quels conseils donneriez-vous sur la gestion des ressources humaines lors de la session? Donc, votre point de vue sur cet aspect RH, l'annonce de la décision et la gestion des ressources humaines au moment de la session. C'est vrai qu'il faut bien connaître son équipe pour savoir par quel biais il faut l'aborder, quoi. Nous, on les a effectivement, comme ils avaient une prise en compte de l'entreprise, une intégration forte, on leur a vendu effectivement un projet de développement. Effectivement, l'affaire de la retraite, ça, je n'ai même pas parlé du tout. Ce qui est légitime tout de même. Ce qui pouvait être légitime aussi. Oui, mais l'idée, c'était de leur vendre une vente avec une ouverture, mais sans changement drastique. C'est-à-dire le fait qu'on était là, toujours assurer la pérennité de l'entreprise. Pareillement. Transition, on a toujours fonctionné de manière assez transparente, donc j'ai été assez transparent. Comme quoi, il y avait une personne qui allait travailler, ouvrir de nouveaux sujets avec eux. De toute façon, ils les avaient déjà rencontrés en amont, donc ils avaient déjà parlé ensemble, ils ne savaient pas que ça allait être une session ou autre. Comme vous disiez tout à l'heure, j'attendais d'acter la chose avant vraiment de communiquer. Mais voilà, il y a eu une transition avec cette personne qui allait reprendre les projets. Et c'est comme ça que ça a été fait. Et de toute façon, ils ont compris aussi que derrière, il y avait des raisons personnelles pour que je me retire de l'équipe. Pour moi, eh bien, effectivement, de la transparence par rapport aux motivations de rentrer faire cette session. Et puis, au moment où je l'annonçais, j'étais extrêmement confiante sur mes repreneurs, donc j'avais aucune difficulté à faire une annonce, effectivement, en donnant des ouvertures de développement, des possibilités de carrière, probablement à une taille d'entreprise. Il n'y aurait pas eu. Donc voilà, donc ça n'a pas été compliqué et ça a été compris et ça a été tout à fait accepté. Et ils ont véritablement joué le jeu au moment des présentations et tout. Il n'y a pas eu de souci. Et il y a eu une grande coopération, en tout cas dans la première. Tout à fait au départ, il y a eu un grand investissement de mes salariés à l'accompagnement des repreneurs et un grand investissement à justement assurer cette transition. Voilà, on est arrivé au terme de ce webinaire. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de la transmission. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, ça